désormais à un autre sujet, la question des true crimes. Je vais le dire comme ça tout le temps. Et concrètement, de quoi on parle? On parle de ces histoires criminelles qui sont réelles. C'est un genre qui est originaire des États-Unis. Initialement, c'était un genre littéraire et c'est devenu un genre cinématographique à part entière avec des films, des séries, des podcasts. L'idée étant donc de s'inspirer de faits divers qui se sont réellement déroulés pour donc en faire une adaptation au cinéma ou autre. Pourquoi est-ce qu'on en parle en ce moment? Parce que en ce moment, il y a une série sur Netflix, que vous avez un docu que vous avez sûrement vu qui s'appelle L'arnaqueur de Tinder, où on suit du coup, en l'occurrence, plusieurs femmes qui ont été en fait piégées par un arnaqueur qui a réussi à leur soutirer de l'argent en leur faisant croire qu'il était un fils d'un très riche russe, sauf qu'en fait pas du tout. On va pas faire tout le pitch de la série, mais ça illustre bien la fascination pour ce genre de sujet, pour ce genre d'événements et de faits divers, puisque de fait, c'est une série qui fait un excellent démarrage depuis sa sortie il y a 2 semaines un docu qui fait un excellent démarrage depuis sa sortie sur Netflix. Et donc, d'où cette question qu'on va aller voir aujourd'hui. D'où vient notre fascination pour ce genre, pour ces true crimes? Pourquoi cet intérêt que l'on a en tant qu'être humain, j'ai envie de dire, pour ces histoires sordides? D'abord, pour comprendre un peu, déjà vous situer sur ces 2 sujets, je serais curieux de savoir si c'est des sujets et des histoires de base qui vous intéressent ou au contraire pas du tout. Et si elles vous intéressent, pourquoi? Si elles ne vous intéressent pas, pourquoi? Ça permettra peut-être de vous situer pour commencer là-dessus. Ces histoires de true crimes, ces faits divers ou autres qui finissent par faire beaucoup parler. Est-ce que Clara, ça t'intéresse? Moi, j'ai un rapport un peu ambivalent à ça parce qu'en même temps, vraiment, ça m'intrigue. Et je pense, comme tout le monde, quand je me fais prendre dedans et que l'histoire te happe, en vrai, tu finis par écouter. Et parfois, c'est tellement... Moi, en tout cas, c'est cette sensation, c'est tellement fou que tout semble fiction, même quand ça peut être des vidéos qui racontent de véritables histoires, par exemple. Mais c'est vrai qu'après, moi, ça me fait extrêmement flipper. Genre, je regarde ça vraiment en plein jour quand il y a des gens chez moi et tout. Parce que vraiment, le soir, c'est pas possible. Enfin, moi, ça me fait trop peur. Et je pense que ça me fait trop peur aussi parce que c'est tout le temps des femmes, les victimes, quasiment. Donc moi, je suis en mode tout va m'arriver, il va m'arriver les pires choses au monde. Et je pense qu'on se projette beaucoup et on aime se faire peur souvent. Donc c'est pour ça aussi que ça me plaît et en même temps, mais je pense que c'est un peu le rapport ambivalent que tout le monde a et c'est pour ça que ça marche aussi bien. C'est que ça attire et ça repousse en même temps. C'est ce que j'allais te demander, c'est est-ce que ça attire aussi? Est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça provoque autant d'émotions? Parce que justement, de fait, c'est des faits réels ou inspirés de faits réels. Et du coup, ça provoque quelque chose d'encore plus fort? Je pense que clairement oui, je pense que ça appelle à des choses où en fait comme c'est arrivé réellement, on se projette tous dans la possibilité que ça aurait pu être nous. Et je pense qu'il y a un point qui est intéressant à soulever, c'est que le true crime, comme je l'ai dit, les histoires, c'est souvent malheureusement des femmes qui sont victimes parce que objectivement les femmes sont plus victimes d'actes de violence que les hommes. Et aussi le public est très féminin. Aux États-Unis par exemple, il y a tout un peu d'ailleurs un mème autour de la typologie des true crimes moms qui font leurs tâches du quotidien en écoutant des podcasts sordides. Et il y a des mèmes là-dessus aussi. Et en vrai, c'est hyper intéressant parce qu'en plus, j'ai vu une vidéo là-dessus récemment. Il y a toute une fascination générale de la société pour la figure des femmes qui souffrent, des femmes qui vivent des choses horribles, des femmes tristes aussi en général. Donc vraiment toutes des histoires sordides qui arrivent à des femmes, les lobotomies, des trucs comme ça. Et il y a un vrai... c'est un sujet qui a été étudié en études de genre d'ailleurs, sur justement le rapport qu'en tant que société, on entretient à la souffrance féminine. Et il y a des vraies recherches qui ont été menées qui montrent que quand les femmes souffrent, pour plein de raisons, qu'elles sont considérées comme plus fragiles ou plein de choses, ça nous touche plus et ça nous intrigue plus. Et je pense qu'il y a vraiment ce ressort-là qui joue beaucoup sur le succès du true crime. Je précise au passage, pourquoi est-ce qu'on parle de true crimes? Pour préciser un peu le terme, c'est un anglicisme effectivement, mais c'est pas la traduction de faits divers. En l'occurrence, quand on parle de true crimes, c'est littéralement ce genre qui soit littéraire, cinématographique ou autre, qui est poussé. Donc c'est un terme effectivement où on n'a pas vraiment d'équivalent en français, ou alors peut-être qu'on va en trouver un au fil de la discussion. Mais c'est à distinguer de faits divers. C'est pas le même terme. Les faits divers, c'est l'événement en tant que tel, alors que ce terme de true crimes, il désigne toutes ces œuvres, qu'elles soient cinématographiques, littéraires ou autres, qui peuvent être créées à partir de faits divers, le fameux inspiré de faits réels que je vois ici dans le chat. C'est un petit peu ça. François, là-dessus, toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou non? D'assez loin, en fait, un peu comme Clara, je dirais, c'est vraiment quand je vais être happé dans une série, que je vais... une série documentaire, j'entends, par exemple, celle sur le petit Grégory, j'avais vite été pris dedans, mais sans avoir une attirance particulière pour ces faits divers-là, ou bien même ces émissions. Je pense à Faites entrer l'accusé, à toutes les émissions qu'on voit sur les chaînes de la TNT à 21h. Mais non, pas d'attirance particulière. En revanche, moi, c'est plus la fiction qui va m'intéresser. Tu vois,
les serial killers, les séries à la Dexter, à la Killing Eve, tout ça, c'est beaucoup plus ma came. Qui t'intéresse davantage. Alors, il y a eu une multiplication des éléments de ce type ces derniers jours, et donc ça vaut le coup de se poser la question. Il y a, on le disait à l'instant, ce sentiment de reconnaissance à avoir, parce qu'on sait que c'est un fait réel, que ça pourrait nous arriver. Le côté ça pourrait m'arriver, c'est quelque chose qui est très présent souvent quand on en parle, à des gens qui font face à ce genre de séries. L'arnaqueur de Tinder, c'est un très bon exemple. On parle d'un réseau social qui est utilisé par beaucoup de personnes, d'une crainte qui est déjà présente de base de se retrouver face à quelqu'un qui n'est pas qui il est réellement ou autre. Et donc là, c'est une traduction de ça à l'extrême, une traduction de ça qui forcément s'exprime comme ça. On a une réaction là de Agatha la Crème, incroyable pseudo, qui dit « En tant que victime potentielle, écouter des true crimes, c'est se renseigner, c'est un manuel d'utilisation, je prends des notes et j'ai l'impression d'être plus alerte. » Mais c'est aussi une question, est-ce qu'on est... à la fois, il peut y avoir des enseignements, très clairement, ça on vient de le voir, mais ça vient aussi de fait, parce qu'on va sur des éléments et des événements qui sont rares ou qui sont parfois assez extrêmes. Ça vient aussi parfois susciter des peurs ou autres. Est-ce que c'est vraiment la meilleure forme d'apprentissage, ces éléments-là ? C'est une vraie question, hein, j'ai pas la réponse. Ça peut, j'imagine, aider à sensibiliser, mais jusqu'à où ? C'est intéressant de le voir. Mais je pense qu'il y a aussi un truc qui n'est pas forcément hyper glorieux, mais en tant qu'être humain, on a quand même une attirance pour tout ce qui va être culture du choc. En vérité, le choc, quand les choses nous bouleversent ou nous touchent, ça va être efficace pour nous. Et là, en l'occurrence, on est dans la culture du choc parce qu'on va vraiment chercher à se faire peur, on va vraiment chercher... Il y a vraiment des podcasts de true crime qui sont extrêmement visuel. Enfin, moi, j'en ai écouté où vraiment je ne pouvais pas. Enfin, c'est très, très décrit. Et il y a cette envie de se faire peur et d'aller jusqu'au gore, en fait, complètement. Et le fait que ce soit réel insiste encore plus dessus. Et c'est du film d'horreur plus, en fait, le true crime. C'est littéralement des faits réels. Et puis, il y a aussi la qualité de la mise en fiction. Et en vrai, ça, c'est quelque chose qui est quand même très fort. Moi, je pense au dossier de Society, par exemple, sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, qui, en vrai, ont été de la mise... Enfin, moi, quand je les lisais, j'ai l'impression de lire un bon roman, quoi. Il y a de la mise en fiction, totalement par la qualité d'écriture des journalistes, et en l'occurrence en plus c'est des vraiment bons dossiers journalistiques, mais la mise en fiction elle va nous toucher encore plus parce que c'est des choses qui vont aller au-delà juste du fait qu'on nous raconte un fait divers. D'ailleurs, c'est qu'il y a quelque chose d'émotionnel derrière aussi, quoi. Et ça a été un carton absolu, donc c'est encore un très bon exemple. Society, là, cette série qui a été diffusée, c'était il y a 2 ans, je pense maintenant. C'était en 2020. C'est sorti en livre, je crois d'ailleurs. Ouais, qui a fini par être un livre qui a très bien fonctionné. Ça montre bien que ça fascine. Pareil, l'arnaqueur de Tinder, c'est dans le top 5 des plus vus en ce moment sur Netflix. Et là, je retombe sur une citation d'une psychologue qui était dans un article de Vice qui a été publié en mai 2021, justement sur cette question de la fascination pour les true crimes, et qui disait « Des pensées telles que ça pourrait m'arriver se développent. Suivre un crime nous donne une idée de ce qu'on peut faire nous-mêmes pour éviter ce genre de situation horrible. » Donc c'est un bon exemple de tout ça. Il y a aussi un effet qui est notamment évoqué là dans le chat, c'est la notion de catharsis qui peut être assez importante ici. Alors qu'est-ce qu'on entend par la catharsis ? J'ai l'impression que c'est un terme qu'on voyait beaucoup quand on était au français. Au bac français. Exactement. Tout à fait. Quand on parlait de théâtre ou autre, c'est cette capacité à vivre des émotions par procuration, d'avoir une forme de... purger nos passions, ouais. Exactement. Purger nos passions, oui. Exactement. Et donc là, il y a une forme de ça finalement, d'aller vivre des émotions par procuration, et ce qui peut ensuite apporter un certain soulagement de voir, là dans ce cas précis, que ces atrocités ou autres se passent hors de chez nous et hors de notre situation à nous. Et en même temps, ces true crimes sont parfois ultra intéressants et très prenants parce qu'ils interviennent dans un univers qui peut sembler familier. Je pense notamment par exemple l'affaire du petit Grégory. Elle est très frappante parce qu'elle arrive dans un petit village tel qu'on pourrait tous se le figurer. Il y a eu énormément de rebondissements médiatiques dans cette affaire, et c'est aussi le fait que ce soit proche de chez nous, qui fait que ça a un impact dans la presse. D'ailleurs, bien souvent, on sait que les sujets qui se passent près du lecteur vont avoir plus d'impact. La loi du mort-kilomètre. Exactement. Et justement, ces faits divers qui sont parfois appelés les chiens écrasés, qui sont depuis toujours un élément qui fédère largement dans la presse. Alors, il y a encore aujourd'hui des publications qui sont spécialisées là-dedans, Nouveau Détective, le Détective Magazine, ce genre de choses, qui pour le coup, même dans la titraille, vont à fond sur le côté que tu évoquais très bien, Clara, de très sensationnaliste, on va vouloir se faire peur, mais il y a toujours eu ça dans la presse et dans la façon de concevoir les faits divers. Et la loi du mort-kilomètre, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est pas une règle, mais c'est une sorte de principe qui a été énoncé d'une façon ou d'une autre, qui dit et suggère
dire que, en tant qu'humain, on a un intérêt pour ce qui se passe au plus près de chez nous et on va être davantage touché parfois par le chien écrasé en face de chez nous que par des centaines ou des millions de morts à l'autre bout du monde. Et d'où cette question, dans le cas d'un traitement journalistique, d'intérêt parfois pour des sujets plus proches de chez nous, quitte à ce qu'ils soient peut-être moins importants. Alors comment définir l'importance d'un sujet, c'est toute une question, mais c'est ça la loi du mort kilomètre. Et donc là, ce qu'on voit, c'est effectivement que certaines histoires, le fait de se dire ça aurait pu être moi, ou alors ça s'est passé en face de chez moi, ou la personne dont on parle, ça aurait pu être mon fils, mon frère ou un ami que je vois en face, ça vient renforcer ce sentiment cette émotion aussi derrière qu'on voit là, quoi. Moi, j'ai une réflexion, d'ailleurs, ça m'intéresserait d'avoir votre avis à tous les deux, parce que moi, parfois, en tout cas, c'était une sensation que j'avais eue quand j'avais vu cette série sur l'affaire du petit Grégory, c'est que moi, j'ai un peu une sensation de gêne aussi parfois, de me dire, on continue un peu quand même de faire de l'argent, de pousser les gens à consommer un contenu sur la vie réelle de véritables personnes. Parce que voilà, moi, je le rappelle quand même que les parents du petit Grégory, ils ont refait leur vie, ils ont déménagé, ils sont toujours vivants, en fait, c'est des personnes qui ont une vie. Et moi, je suis toujours quand même un peu questionnée par la façon dont on utilise quand même leur vécu, qui est quand même traumatique, pour aller créer du contenu, créer de l'attention, remettre encore sur le tapis des événements passés qui sont douloureux. Et le true crime, en vérité, c'est quand même souvent des événements relativement récents. Et je suis quand même un peu questionnée par la façon dont on utilise quand même des vécus tristes et qui peuvent potentiellement être dommageables pour les personnes concernées pour créer du divertissement, en fait, parce que c'est clairement du divertissement. Je ne sais pas si ça vous fait cette impression-là aussi ou pas du tout. Si, moi, je trouve qu'il y a vraiment un côté voyeuriste. Moi, c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai toujours du mal avec les émissions qu'il peut y avoir, comme ça, même maintenant BFM TV, qui a priori est plutôt une chaîne d'infos en continu, a bien flairé le filon et donc se met à faire carrément des émissions d'une heure où tu as quasiment même plus de bandeau en bas d'actualité, mais c'est 100% sur l'affaire Jonathan Daval, sur Nordal Lelandais, etc. Et moi, ce côté voyeuriste, il me dérange. Et en même temps, ça dit bien quelque chose sur le fait que ces faits divers, lorsqu'ils sont très couverts médiatiquement, qu'il y a une forte attention de l'opinion publique dessus, c'est quasiment des faits divers qui deviennent des faits sociaux, qui appartiennent plus totalement aux protagonistes, qui deviennent eux-mêmes des sortes de, si on reprend l'analogie de la catharsis, quasiment des personnages de théâtre dans lesquels on va mettre, nos représentations, nos conceptions, nos peurs, exactement. Et par ailleurs, parfois, avec certains biais, ces biais-là, parfois, c'est le fait que justement, on est dans le cadre d'un film, et comme on est dans le cadre d'un film, ça peut venir aussi avec une forme de glamourisation parfois de certains comportements ou de certaines choses qui ne sont pas forcément normales ou qui peuvent faire polémique ou autre. C'est une question qui revient souvent sur des œuvres comme ça de fiction mais inspirées de faits réels où on choisit des acteurs qui vont parfois être connus. Il y a la question il me semble, de Zac Efron avec Ted Bundy qui avait joué le rôle d'un tueur en série. C'est des questions comme ça et des exemples qui montrent que il y a aussi une responsabilité d'une certaine façon dans la production de ce genre de choses et sur les effets que ça peut produire. Et c'est un exemple parmi d'autres. D'autant plus que toutes ces productions et ces documentaires qui se multiplient, il y a eu aussi un documentaire sur Luca Roccomagnotta qui était ce tueur à Montréal, je crois, avec ces histoires horribles de chats. Et donc Netflix en avait fait tout un documentaire, Le Petit Grégory, maintenant L'arnaqueur de Tinder. Et à chaque fois, c'est quand même... Moi, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point ces histoires qui avant étaient traitées sur un registre, certes journalistique, avec un soupçon de fiction dans des reconstitutions, aujourd'hui sont vendus par Netflix quasiment comme des productions dont on ne sait pas trop si elles sont fictives ou non, avec une mise en scène du réel qui, je trouve, est assez frappante, voire dérangeante. Moi, pour rejoindre ce que tu disais juste avant sur le côté voyeuriste, il y a un côté, je trouve, dérangeant jusque dans la monétisation de ces faits qui, a priori, pourraient être juste traités au journal télévisé. C'est intéressant d'avoir les détails des contrats de ce type-là sur ce genre de sujet. Concrètement, comment ça se passe en termes de droits ou autre. Mais c'est que c'est des bons exemples. On parle de Don't Fuck With Cats aussi sur Netflix. Je vois qui est du coup beaucoup revenu effectivement dans le chat. C'est un exemple parmi d'autres de tout ça. Alors concrètement, qu'est-ce qui fait que ça fascine ? Donc on a vu l'effet cathartique ou cathartique, ce sera le bon terme. L'effet cathartique que ça peut avoir, le côté à la fois aussi de pouvoir comprendre, se mettre dans des situations et se prévenir de certains dangers qui pourraient être présents. On voit que c'est aussi présent. On voit là aussi du coup les risques. Concrètement, du coup, qu'est-ce qu'il faut en faire ? Est-ce que vous aurez tendance à dire que c'est une bonne chose, c'est true crimes et la façon dont ces séries sont tournées ? Est-ce qu'il y a des dérives qui vont trop loin selon vous ?
moi, je voulais juste rebondir sur un truc qui m'intéresse assez, c'est que donc déjà, il y a quand même, on le voit de plus en plus, et même il y a pas mal de youtubeurs et de youtubeuses qui faisaient pas forcément ça à la base, parce que déjà, c'est tout un genre sur YouTube, quand même, des chaînes entières dédiées uniquement au fait de raconter des faits divers de façon un peu mise en scène, etc. Et il y a des youtubeurs et des youtubeuses en particulier, moi je pense à Oria par exemple, qui maintenant, aujourd'hui, c'est toute une part de son contenu que de raconter des histoires de ce type-là. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'à la fin de chaque vidéo, elle dit, voilà, si cette vidéo peut permettre de remettre l'histoire un peu sur le devant, et si vous avez vu des choses, si vous connaissez des gens qui pourraient savoir des choses sur l'histoire et qui pourraient aider le travail de la police, faites-le. Et moi, je trouve que c'est quand même intéressant de terminer ces vidéos comme ça. Moi, je sais pas trop si c'est juste un espèce de ressort pour un peu se dédouaner du fait d'avoir été justement faire quelque chose qui est un peu questionnable, ou si véritablement le true crime a un impact sur les enquêtes, j'en ai aucune idée. Ce serait une question à se poser. Mais en tout cas, moi, je trouve ça intéressant, cette justification qui est utilisée, mais qui, pour moi, ne compense pas quand même le fait que ça reste un truc extrêmement voyeuriste et qui me dérange dans le fond et dans l'exploitation quand même du vécu traumatique de gens. Je pense que cette chose-là, elle est indépassable, en fait, le respect quand même des vécus de chacun. Mais bon, après, chacun se divertit aussi comme il veut. Il n'est pas question de juger ça non plus. Et sur l'impact du réel, enfin de ces true crimes sur le réel. Donc là, pour l'instant, il y a eu une lumière qui a été mise sur l'arnaqueur de Tinder ces derniers jours. Ça a permis la fermeture des comptes de l'arnaqueur de Tinder. Et un autre exemple de ça, c'est une actu en l'occurrence là qui est tombée aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu parler de Marco Moli, qui lui est surnommé le roi de l'arnaque et qui est à l'affiche d'un autre documentaire sur Netflix qui est lui sorti en novembre dernier. Et lui, en l'occurrence, vient d'être mis en examen. Et donc, ce qu'on voit bien, c'est que dans certains cas, ces documentaires peuvent mettre la lumière sur des histoires, peuvent faire que certains mènent leur propre enquête. Et je pense que là, le cas de Xavier Dubond de Ligonnès, c'est sûrement l'un des plus importants parce que on peut supposer que cette série par Society il y a 2 ans a permis de créer une sorte de fascination et aussi d'enquête chez certains. Et là, on en va du coup à un autre exemple. La police avait pas mal renforcé ses effectifs sur cette enquête à la suite du dossier de Society parce qu'ils recevaient une quantité astronomique de témoignages de gens qui pensaient l'avoir vu, etc. Pour le moment, on n'a pas de nouvelles. Non, mais même, je pense que c'est intéressant de voir à quel point la France entière s'était enflammée quand on a pensé l'avoir arrêté à l'aéroport à Glasgow et que c'était pas du tout lui. Moi, je me rappelle, j'étais au restaurant ce soir-là et tout le restaurant s'est arrêté de parler de quoi que ce soit. On s'est tous mis à parler de ça. Enfin, il y a un emballement général et national en fait autour de ces affaires qui est quand même hyper intéressant et qui montre que quand même on est tous transportés par les mêmes ressorts en fait émotionnels sur ces sujets-là. Et autre truc dont je voulais parler, parce qu'on parlait du fait que les gens mènent leur propre enquête et tout, il y a des forums entiers sur Internet qui sont dédiés à l'enquête et il y a des voyantes, des médiums, enfin vraiment il y a énormément de gens qui s'investissent extrêmement fortement dans ces espèces de contre-enquêtes comme ça et donc je sais pas du tout où ça mène non plus, mais c'est juste une réalité et qui peut parfois avoir des dérives, qu'il y a aussi toute une mouvance sur Internet de fascination quand même pour les tueurs en série, qui est une vérité où il y a quand même beaucoup de jeunes filles malheureusement qui ont une vraie passion pour les tueurs en série, une vraie même attirance romantique, je dirais, pour ces figures-là. Et je pense que le film sur Ted Bundy avec Zac Efron a aussi participé à cette romanticisation un peu du personnage, où il y avait des jeunes filles qui disaient en fait qu'elles auraient aimé être à la place des victimes. Donc il y a vraiment aussi des dérives qui sont hyper inquiétantes et qui, pour moi, en tout cas, ne disent pas qu'il faut forcément arrêter de produire ce genre de choses, mais peut-être mettre un peu plus de contexte, un petit peu plus de forme autour de la façon dont on les présente, quoi. C'est ce que dit notamment sur Mona Chollet dans Réinventer l'amour, que j'ai lu récemment. Ça aurait pu être une reco, à moins que j'ai déjà recommandé, je sais plus. J'ai jamais recommandé. Eh ben mince, j'aurais dû faire ça en début de. Ce sera pour la semaine prochaine, c'est pas grave. Mais qui évoque effectivement cette fascination parfois qui peut être présente. Et là, on a quelqu'un dans le chat qui disait, Verveine Juliette, qui disait des études ont montré que le comportement de psychopathes était parfois séduisant pour certaines femmes, notamment l'impulsivité, etc. Ça explique l'intérêt souvent de femmes pour des séries de ce genre et pourquoi les psychopathes sont souvent représentés comme un fantasme alors que de fait ils sont complètement dangereux et ça participe du coup à ça parfois dans certains documentaires. On parlait de youtubeurs tout à l'heure. Je vois que dans le chat ça parle beaucoup de Feldup. Je sais pas si vous connaissez Feldup, mais c'est un youtubeur qui parle beaucoup au final de ce qu'on peut appeler être des true crimes. On peut parler dans un autre style de Squeezie avec ses traits d'horreur, qui d'une certaine façon aussi c'est complètement du true crime sur YouTube. C'est complètement des true crimes et c'est sûrement d'ailleurs la forme la plus connue. Sans le savoir, c'est un élément qui est majeur. On voit bien que c'est quelque chose qui
forcément fascine, forcément intéresse, et les youtubeurs aussi du coup le voient et font qu'ils en parlent, et ça montre à quel point c'est important, quoi. Donc ouais, on voit que c'est très, très présent. Sur les autres éléments potentiellement les questions qu'on pourrait se poser là-dessus, c'est là on parlait de l'embellissement de la réalité. Ce que ça montre aussi, c'est qu'on est sur des genres qui sont à la fois entre du documentaire et à la fois, enfin c'est une forme à mi-chemin entre du journalisme et du récit. C'est d'ailleurs le principe d'un travail de documentaire, c'est que on va avoir un docu de 52 minutes sur un sujet quel qu'il soit qui est réel. Il va y avoir un travail journalistique, mais mêlé à des principes de scénaristique ou autres qui sont parfois rattachés à du cinéma. Ce qui pose forcément aussi là des questions de responsabilité, que ce soit des plateformes, que ce soit des réalisateurs ou autres, dans le traitement qui va en être fait. Est-ce que c'est-à-dire qu'il y a des règles qui doivent être fixées sur ce genre de choses pour limiter, ou même une responsabilité en fait, des plateformes dans ce genre de situation? Est-ce que les plateformes doivent faire gaffe à ça, selon vous? Je pense que les plateformes, en vérité, c'est un peu compliqué de leur imposer autre chose que leurs propres intérêts. Enfin, je veux dire, évidemment que pour des Netflix ou des choses comme ça, c'est lucratif, ça fonctionne bien. Eux, ce qu'ils vont chercher, c'est à créer de l'attention autour de leur production. Donc, je pense qu'en tout cas, ça ne viendra pas d'elles. Ça, c'est clair et net, parce qu'en vérité, on le voit, ça fonctionne très bien. Ça a créé de l'attention. Le public répond présent à ce genre d'offres. Et je pense que plus c'est mis en fiction, plus c'est mis en forme avec un peu des cliffhangers et des choses comme ça, plus ça fonctionne aussi, parce qu'évidemment, plus les ressorts de la fiction sont utilisés, plus c'est efficace auprès du public. Donc, un cliffhanger, c'est quoi, juste pour ceux qui... C'est laisser un suspense à la fin d'un épisode ou à la fin d'une scène pour donner envie aux watchers, la traduction française. Aux viewers, aux spectateurs. Voilà. Excuse-nous. Ouh là là, excusez-moi pour ce bilinguisme. C'est de donner envie de continuer, de cliquer sur l'épisode suivant. Et tout ça, c'est des ressorts qui sont hyper utilisés aussi dans ces formats-là, parce que on a envie de donner aux gens l'envie de continuer. Donc je pense pas que ça viendra des plateformes, dans la mesure où elles continueront à tirer le filon jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Donc peut-être, oui, qu'on pourrait envisager, en tout cas, dans un respect des clauses de vie privée ou des choses comme ça. Je sais pas du tout d'ailleurs comment ça fonctionne. Est-ce que le fait d'utiliser le ressort journalistique permet justement d'éviter un peu d'avoir à répondre à des engagements de type respect de la vie privée ou quoi? Je sais pas du tout. D'ailleurs, je sais pas comment se vendre, par exemple, la série sur le Petit Grégory. Je sais pas si c'est vendu comme du journalisme ou vraiment pas du tout. Je pense que le fait de dire que c'est du journalisme permet justement de raconter un peu, en tout cas d'utiliser autant le sujet qu'on veut. Je pense par contre que oui, il y a peut-être des questions en tout cas d'éthique à se poser sur ces questions-là, ça c'est sûr, c'est clair et net. Sur en l'occurrence l'implication parfois du public ou autre, il y a un commentaire intéressant là de Mathilde qui dit: ce qui est intéressant aussi et troublant, c'est de voir l'impact des réseaux sociaux ou l'implication qu'ils peuvent avoir dans des affaires policières ou criminelles. Par exemple, la jeune femme qui était en road trip avec son compagnon et qui avait disparu aux États-Unis, ça s'est passé donc l'année dernière. Toute l'Amérique, ou presque, s'était mis à sa recherche via les réseaux sociaux. C'est le cas du coup de Gabi Petitot, dont on avait appris du coup le décès. Il y avait toute une enquête avant que le 22 janvier 2022, eh bien son petit ami reconnaisse qu'il confesse en fait le meurtre de sa petite amie. C'est encore un exemple parmi d'autres où là, littéralement, voilà, c'est ce que dit Mathilde, on a l'impression que les États-Unis s'arrêtaient d'un coup et il y avait un intérêt pour ce crime-là et à mener cette enquête-là. On en revient à cette question de la loi mort kilomètre, parfois beaucoup plus que certains sujets, on imagine mal, typiquement c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais que quand il se passe des événements mondiaux, comme je sais pas ce qui a pu se passer à Kaboul il y a 6 mois en Afghanistan, d'un coup dans un bar on se met à s'arrêter parce qu'il se passe un événement majeur et tout le monde regarde ça, quoi. Quand ça se passe à l'autre bout du monde, en tout cas c'est très 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 rare et c'est intéressant de le voir. Et ce que tu dis sur l'aspect collaboratif qu'impliquent les réseaux sociaux dans ce type d'enquête ou de réenquête est super intéressant. Je me souviens par exemple en 2014, le podcast qui a aux États-Unis beaucoup participé à l'émergence de ce format qui existait en fait depuis une dizaine d'années. C'était un podcast qui s'appelait Serial, qui revenait sur une affaire classée avec quelqu'un qui clamait avoir été condamné à tort aux États-Unis. Et justement, l'un des ressorts du podcast, c'était de semaine en semaine que la journaliste allait continuer à mener l'enquête, à aller interroger de nouvelles personnes, à demander aussi aux auditeurs de leur envoyer des éléments s'ils en trouvaient. Et comme ça a vraiment été un succès phénoménal aux États-Unis en particulier. C'était d'ailleurs peut-être l'un des prémices de ce que tu racontais sur les True Crime Moms là-bas. Et ça, j'avais trouvé ça assez frappant de voir à quel point justement ce succès éditorial qu'on avait vu sur le podcast
qu'on a vu aussi là du coup avec Xavier Dupont de Ligonnès. À chaque fois, c'est des succès éditoriaux qui peuvent être vraiment très puissants quand ils sont bien faits et encore plus, là je trouve encore plus intéressant quand il y a cette dimension collaborative d'une affaire qui potentiellement peut être amenée à bouger si c'est pour de bonnes raisons. Et d'implication parce que souvent on parle de certains cas, certaines histoires qui ne sont pas finies, soit parce que Exactement. eh bien, le mystère n'est pas encore résolu, soit parce que la personne dont on parle est encore présente et donc d'une façon ou d'une autre, elle peut être impliquée dans tout ça. C'est ce qu'on voit bien aussi les risques associés. Ouais. Puis aux États-Unis, tu as aussi parfois, enfin aux États-Unis, mais également en France, mais tu peux aussi avoir parfois des personnes qui sont condamnées à tort et qui revendiquent leur innocence. Et justement, la fiction ou le fait de réaliser un documentaire sur cette personne incarcérée peut être aussi un moyen d'amener à une nouvelle enquête, d'amener potentiellement à au fait de relâcher le prisonnier si jamais il est démontré qu'il est innocent. Moi, par exemple, j'ai eu la chance, quand j'ai étudié 1 an aux États-Unis, de suivre un cours justement sur cette question des prisons. Il se trouve que le professeur Mark Howard à l'université de Georgetown vous invite à regarder. C'était parfait. Vous invite à regarder son travail parce que c'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait. Justement, il implique ses étudiants dans des cours où les étudiants vont être 100% dédiés à refaire l'histoire et trouver tous les biais qui ont pu exister dans le procès, Le cas, ouais. dans la justification de l'arrestation de certains prisonniers, pour pouvoir potentiellement démontrer leur innocence si jamais il s'avère qu'ils ont été condamnés à tort. Et il y a comme ça un prisonnier qui a d'ores et déjà été libéré grâce au travail de ses étudiants dans un cours. Et je pense que ça, pour le coup, ça vaut toutes les vertus pédagogiques, à la fois quand on étudie le droit, mais aussi plus largement quand on a une conscience politique, qu'on s'intéresse au fonctionnement de la justice dans son pays. Et ça a une vraie implication derrière sur la vie d'être humain. Et justement, il passe aussi par la fiction, par le documentaire. Ils doivent documenter leur travail au cours du temps. Et je trouve que ça, c'est une démarche qui est super intéressante parce que tu as des implications très concrètes sur la vie de personnes réelles qui, à la fin, grâce à ce travail, peuvent parfois sortir en liberté parce qu'elles avaient été condamnées injustement. Très, très intéressant. C'est hyper intéressant. Comme exemple, effectivement. Mais d'où le fait aussi que souvent les criminels soient qualifiés, quand tu as des meurtriers qui soient qualifiés de monstres. Et c'est super intéressant de voir ce terme qui, en fait, a vocation aussi à retirer potentiellement un peu de la responsabilité au reste de la société et de dire non mais vous en faites pas, notre société continue de fonctionner, c'était pas vraiment un humain, c'était un monstre. Donc en fait, nous, dans notre communauté, dans notre société d'êtres humains, en fait, nous, tout va bien, nous, notre morale est assurée et donc on peut dormir tranquille. Ouais, c'est une façon d'expier les tabous sociaux en les incarnant par des personnalités. Et un truc que je voulais dire en rebondissant sur ce que tu disais, en fait, c'est pas étonnant que le genre du true crime il ait émergé aux États-Unis parce qu'en vérité, le système judiciaire américain est tellement particulier et tellement violent en vrai dans sa façon d'exercer la justice que c'est pas vraiment étonnant qu'il y a eu une réponse comme ça docu-fictionnelle par un genre dédié parce qu'en vérité je pense que déjà ils sont énormément, donc il y a un nombre d'affaires à présenter qui est absolument incroyable je pense, mais d'autant plus que je pense que oui, la façon dont on raconte le true crime en France et aux États-Unis, et quand on compare d'ailleurs les productions qui sont faites, la tonalité est différente parce que le rapport qu'on a à la justice aussi dans les pays est différent. Donc je pense même que d'un point de vue juste sociologique, la façon dont le true crime est présenté et créé dans les différents pays est assez symptomatique de la façon dont les systèmes de justice fonctionnent en fait. Je vois que dans le chat, ça dit aussi beaucoup que c'est parfois juste une curiosité qui est malsaine et il y a ce jugement parfois qui est dit. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, c'est-à-dire qu'on le disait d'ailleurs tout à l'heure, c'est souvent des gens qui sont parfois encore dans une situation, qui sont vivants. On parlait du cas des parents, des proches du petit Grégory. C'est un exemple parmi d'autres où les gens sont encore présents et de fait, il y a un intérêt populaire très présent et très accepté, de fait, pour des situations qui sont souvent très intimes. Et forcément, c'est une question aussi qui en découle. Est-ce que ça rend la chose malsaine ou pas d'avoir cet intérêt pour des cas aussi privés? En tout cas, je vois que le sujet et le débat est bien présent dans le chat. C'est un ressort certainement naturel, ça rejoint un peu ce qu'on disait. Moi, il me semble avoir lu que, par exemple, Jean-Paul Sartre et une Simone de Beauvoir s'affichaient dans les années 70 avec Nouveau Détective, et ils lisaient Nouveau Détective. Dans ce cas... C'est pas honteux. Enfin, vu les questions qui s'est posées dans sa vie, c'était peut-être pas la personne la plus saine d'esprit non plus, mais... Effectivement. Est-ce que vous avez des recommandations pour terminer? C'est vrai que c'est un sujet intéressant parce qu'on voit beaucoup... ce genre de séries ou autres ou documentaires apparaître en ce moment. C'est donc apparu avec l'arnaqueur de Tinder, le docu, il y a quelques jours. Et ça méritait qu'on se penche dessus et qu'on essaie de comprendre concrètement pourquoi est-ce que ça intéresse autant, au-delà de toutes les chaînes YouTube, effectivement, que vous avez eu l'occasion de mentionner. Alors là, qu'est-ce que ça propose New York Unité Spéciale. Ça propose, voyons voir...
Le podcast de deux Québécois, Distorsion, je ne connais pas. On de la te raconte. Donc, ça, c'est bien connu, effectivement. Mindhunter, ça, c'est sur Netflix, si je dis pas de bêtises. Inspiré Sur de les faits réels, mais c'est fiction. c'est sur le métier de profiler, Ouais, c'est ça? les tout premiers profilers Ouais, du FBI. c'est très Profiler, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est C'est les Qu'est-ce que c'est personnes qui sont les enquêteurs qui sont en capacité de définir des traits de caractère qui vont être susceptibles d'amener quelqu'un à devenir psychopathe, tueur en série, etc. Et c'était quelque chose qui était vachement défini à la fin du XXe siècle aux États-Unis par le FBI. Ça nous propose à nouveau les traits d'horreur de Squeezie, le docu sur DSK, effectivement, aussi, qui est en plusieurs épisodes, qui est disponible sur Netflix, lui aussi. Pas mal de petites choses, des youtubeurs, Victoria Charlton notamment, là, qui vient Oui, d'être... exactement. Son nom m'échappait, mais oui, elle est très connue là-dedans. Et juste une petite reco, voilà, quand vous allez terminer, après avoir regardé l'interview d'Oshi, de regarder cette émission, allez juste faire un tour sur le hashtag XDDL sur Twitter, donc Xavier Dupont de Ligonnès. Ça va vous donner un avant-goût quand même de tout ce qui se dit, des théories, de la façon dont les gens prennent en charge ce sujet, qui est assez fascinante. Et vraiment, juste pour avoir un avant-goût de cette espèce de fascination et de travail communautaire autour de ces questions-là, juste ce hashtag, c'est pas un régal, parce qu'en vrai, ça fait un peu peur, mais justement, de façon étonnante, c'est quand même curieux et c'est un vrai truc d'internet. Donc voilà, allez faire un petit Si tour vous là-dessus. cherchez un podcast aussi qui est très chouette sur les true crimes, mais pas seulement, aussi sur des histoires qui ont marqué l'actualité, Affaires sensibles, Oui, de Affaires Fabrice sensibles. Drouel, Excellent. sur France Excellent. Inter, avec une voix incroyable qui va forcément vous emporter dans des récits assez fous, Oui. donc je vous le recommande aussi. Pas mal de gros recos, du coup, si ce genre Ouais. de format et de sujet vous intéresse. Ça valait le coup, en tout cas, de poser le sujet aujourd'hui.